Bonjour à toutes et à tous. Nous avons atteint le nombre de 50 participants. Je pense qu'on peut se permettre de démarrer ce webinaire sur le thème les associations, comment préserver la santé de vos salariés et de vos bénévoles, des méthodes et des retours d'expérience pour prévenir les risques psychosociaux. Je me présente, je suis Amélie Perrard, déléguée régionale du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Quelques règles de rappel pour le bon déroulement de ce webinaire. Merci à tous les participants et participantes de bien vouloir garder leur micro éteint pendant toute la durée du webinaire. Pour rappel, ce webinaire est enregistré et sera donc disponible en replay sur le site pmae-aura.org. Il vous sera également transmis par mail l'ensemble des supports présentés lors de ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre des notes ou de faire des liens, vous aurez à disposition l'ensemble des documents qui vous seront présentés aujourd'hui. Une remarque également, merci pour les questions que vous souhaitez adresser aux intervenants, de bien vouloir les noter dans l'espace chat, discussion, plus précisément, à votre disposition sur Zoom. L'ensemble des questions seront collectées par mes collègues Marc-Alix et Angélie Danet et seront retransmises aux intervenants. Il y a des temps de questions-réponses prévus à cet effet lors du webinaire. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Nous allons donc pouvoir démarrer ce webinaire autour donc de la question des risques psychosociaux dans les associations. Je passe tout de suite la main à Joël Moulin pour une introduction. Joël, vice-président du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en charge des questions de l'ESS et de l'emploi dans les associations. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux qu'on se retrouve aujourd'hui en nombre, une bonne cinquantaine, et je pense qu'il y a encore quelques personnes qui vont sans doute nous rejoindre. Donc, pour évoquer cette question de la santé au travail. Je vais simplement, une brève introduction, vous présenter à nouveau le cadre dans lequel nous tenons ce webinaire et le sens de la démarche PME, donc démarche petites et moyennes associations employeuses. Donc, c'est d'abord, cette démarche est collective et partenariale. Alors, elle est collective dans le sens où nous sommes plusieurs à avoir lancé, il y a pas mal d'années maintenant, ce processus de réflexion et de proposition, avec le soutien financier notamment, mais pas que, de la DREX. On peut citer des gens qui ont, des structures qui ont participé tout au long de cette démarche, bien entendu la CRES, France Active, BGE, donc pour l'aspect DLA, l'UDES qui nous a rejoints, mais aussi le réseau national des maisons associatives et le réseau Savaran. Il faut dire que l'emploi associatif est important quantitativement, avec pas moins de 230 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, soit de l'ordre de 10% de l'emploi global et 80% de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Bien sûr, important quantitativement, mais très divers, dans de grosses et petites, voire très petites structures. De ce fait, les questions, les sujets sont nombreux et doivent être abordés de manière détaillée et adaptée. C'est pour cela que nous avons eu comme souci essentiel d'outiller sur divers thèmes les acteurs de l'accompagnement des associations, en analysant les besoins et en réfléchissant collectivement aux réponses à apporter, aux moyens à mettre en œuvre. Leur démarche collective, donc, mais aussi une démarche ouverte et partenariale, en souhaitant développer cette notion. On en sent à la fois le besoin et le désir profond. C'est ainsi que nous commençons de travailler avec, on verra aujourd'hui, donc avec l'ANACT ARACT, mais aussi les organisations syndicales de salariés, c'est une première, et également les OPCO avec un travail de coordination, de collaboration qui se met en place. Alors, Amélie, on va revenir après plus spécialement sur les derniers sujets, mais les sujets traités ont été nombreux tout au long des années. Alors certes, la période Covid a freiné les choses, encore que on a pu tenir
quelques temps de réflexion. Mais cette période Covid aussi a contribué à mettre l'accent sur divers points. D'abord sur la forme, justement, avec la mise en place des webinaires qu'on ne faisait pas forcément avant, on faisait en présentiel. Alors, bien sûr, avec tous les avantages et les inconvénients, mais aujourd'hui, ça nous permet quand même de rejoindre quand même pas mal de monde. Et aussi sur le fond, on nous en traitait des sujets qui sont venus ainsi par l'actualité. Alors, comme l'alternance, peut-être moins, parce que ça existait déjà, mais ça a quand même été mis en avant. Le télétravail, bien entendu. Et aussi, on en est là un peu, la question du travail en elle-même. Cette question du travail qui, on le sent bien, traverse toutes les couches de la société, quel que soit le travail. Donc, le webinaire sur santé au travail et risques psychosociaux rentre bien dans cette démarche d'analyse un peu de ce qui se passe dans le monde du travail avec les difficultés et également les appuis qu'on peut avoir sur ces questions. Voilà. Je repasse la parole à Amélie, voilà, et je vous souhaite un très très bon moment d'écoute, mais aussi de questionnement, et puis on espère qu'on apportera des solutions, des réponses. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Joël, pour cette belle introduction. En effet, on souhaitait revenir sur le cadre dans lequel s'inscrit ce webinaire, donc la démarche PMAE. Donc, comme Joël l'a rappelé, c'est une démarche qui a vocation à proposer aux acteurs de l'accompagnement associatif un espace d'échange et d'interconnaissance pour structurer et consolider l'offre d'accompagnement. Concrètement, les outils que l'on a pu développer ces dernières années et les pratiques qu'on a mis en place ensemble avec l'ensemble des partenaires ici cités sont les suivants. Un site internet ressources, pmae-aura.org, une newsletter qui maintenant est diffusée tous les 2 mois. N'hésitez pas à vous y inscrire si vous n'êtes pas encore destinataire de cette newsletter. Suite en effet au sujet qu'on a traité ces dernières années, on a développé des fiches pratiques qui sont téléchargeables en ligne et différents articles qui recensent l'ensemble des dispositifs et des pratiques que l'on a sur lesquels nous avons pu travailler. Et donc, depuis 2 ans, en effet, cette pratique des webinaires à destination des acteurs de l'accompagnement et des associations. Puisqu'en 2022, 2021-2022, on a pu tenir 2 webinaires de sensibilisation, un webinaire sur le télétravail et les conséquences et la mise en place du télétravail dans les associations, et un webinaire sur l'alternance dans les associations. Il y a un ensemble de 30 articles ressources sur notre site internet et c'était 5 newsletters, donc en 2022. Et les perspectives pour cette année 2023 sont les suivantes. Nous souhaitons, dans le cadre de cette démarche PME, faire un état des lieux sur le recours de l'alternance, puisque différents dispositifs existent et on a vocation à évaluer l'impact de l'alternance et les bienfaits de l'alternance et comment mieux accompagner les associations à ce recours-là. Puis un travail particulier qui commence pas aujourd'hui, mais qui se poursuit aujourd'hui sur la qualité de vie et les conditions de travail dans les associations. Et puis, dans les mois à venir, nous travaillerons également sur le parcours emploi, recruter, intégrer, fidéliser. J'espère n'avoir rien oublié. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'on a voulu proposer ce webinaire avec l'ensemble des acteurs pour rappeler le cadre autour de la prévention des risques psychosociaux dans les associations, qui fera la première partie, puis un certain nombre de méthodes de construction d'une démarche de prévention des risques psychosociaux. Et puis, sur une troisième partie, un témoignage autour d'un accompagnement collectif et de la mise en œuvre d'une démarche de prévention des risques psychosociaux dans une association présente aujourd'hui. Et enfin, une présentation rapide des propositions d'accompagnement en Auvergne-Rhône-Alpes qui sera complétée plus tard par un guide plus complet sur l'ensemble de ces outils et propositions en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous aurez également, comme nous l'avons dit, on aura l'occasion d'avoir plusieurs temps de questions-réponses via la conversation instantanée, donc tout au long du webinaire, encore une fois. N'hésitez pas à utiliser l'onglet « Discussion » pour ce webinaire. On va donc tout de suite commencer cette première partie en rappelant le cadre autour de la prévention des risques psychosociaux dans les associations. Et pour ce faire, je vais passer la main à
Damien Granier, chargé de mission à l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail Auvergne-Rhône-Alpes. Damien, je vous passe la main. Bonjour à toutes et à tous. Merci Amélie pour cette introduction et pour me laisser la main sur cette première partie. Donc voilà, un mot très rapide sur l'ARAC, qui est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui fait partie de l'ANACT, l'agence nationale, et qui a pour vocation d'accompagner toutes les entreprises sur des questions d'amélioration des conditions de travail et de développer des outils et des méthodes, j'ai envie de dire, aux acteurs relais pour travailler l'ensemble des sujets que couvrent les conditions de travail. Aujourd'hui, le sujet, on va parler de risques psychosociaux. Alors, avant de démarrer ma présentation, peut-être vous dire que aujourd'hui, les risques psychosociaux ne sont pas une fatalité. Et ça sous deux conditions. La première, c'est de se dire qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle de risques psychosociaux, et ce sera l'objet de ma première intervention, là tout de suite. Et la deuxième condition, c'est de se dire qu'il y a une urgence à prendre son temps et notamment à se mobiliser sur ce sujet-là, à engager des démarches de prévention pour agir, et vraiment plutôt en prévention plutôt qu'en réparation. Mais je vous dirai deux mots sur ça, et ça sera l'objet de ma deuxième intervention. Donc, l'objet de ma première intervention, elle se situe vraiment sur le cadrage de ce type de risque, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on entend par risques psychosociaux? Alors, si on fait un tout petit peu d'histoire, avant de parler de risques psychosociaux, on parlait notamment de stress au travail. Alors, c'est plutôt avant les années 2000, et c'est plutôt l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de Bilbao qui a défini un peu cette question de stress au travail. On ne parlait pas à l'époque de risques psychosociaux, et cette notion de stress a été définie comme cela, c'est-à-dire qu'un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Alors, il y a deux choses importantes dans cette définition. La première, c'est la notion de perception. On voit bien qu'effectivement, une même situation de travail peut être ressentie de manière différente par tout un tas d'individus selon son âge, selon son ancienneté, selon son expérience, selon son sexe. Voilà. On ne va pas percevoir de la même manière son environnement de travail, les situations de travail dans lesquelles on fait son activité professionnelle. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est cette question de déséquilibre entre les contraintes du travail et puis les propres ressources que chaque travailleur a. Cette notion de stress au travail, à l'époque, dans les années 2000, elle a paru un peu trop centrée sur le ressenti individuel, et sa prévention était finalement axée seulement sur la capacité des personnes à gérer des situations stressantes, d'où la notion de risques psychosociaux qui arrive au début des années 2000 et qui renvoie au fait que ce sont finalement des risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels, susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc, on voit bien effectivement que ce risque peut également dégrader la santé physique et sociale, et que son origine, ses causes, sont des causes multifactorielles que l'on peut trouver dans les conditions d'emploi, que l'on peut trouver dans les facteurs organisationnels et relationnels au travail. Alors, donc ça, c'est important effectivement de différencier à la fois la question des conséquences des risques psychosociaux et la question des causes. Toujours pour introduire le propos et définir aussi ce qu'en sont les risques psychosociaux, moi j'aime bien effectivement prendre finalement chacun des termes et de se dire le terme de risque, il est extrêmement important puisqu'il renvoie, il fait le lien avec la question du travail et notamment les obligations de chaque employeur à évaluer ses risques professionnels. Ça veut dire que du coup, on est sur un risque professionnel
dont chaque employeur a l'obligation de l'évaluer et de mettre en place en face toute une série d'actions à la fois curatives, mais aussi préventives. C'est-à-dire chaque évaluation doit donner lieu à la mise en place d'actions préventives et curatives. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, les deux termes que sont psychosociaux, psychosocial, renvoient au fait qu'on est vraiment dans la combinaison de dimensions à la fois individuelles, finalement psychologiques, on renvoie effectivement à cette question de perception individuelle, mais aussi collective, et que le travail se fait aussi collectivement dans les entreprises, dans les structures, et que la santé se construit en relation aux autres, le fait qu'effectivement il y ait des relations conviviales, qu'on a aussi, on est en recherche de reconnaissance, de soutien de ses collègues, mais malheureusement, ce collectif peut aussi dégrader la santé, et en cas de conflit, de relations conflictuelles, de tensions dans les collectifs de travail, d'exclusion, ça peut aussi dégrader la santé. Voilà. Et donc, effectivement, le terme de risque psychosocial renvoie à la probabilité d'apparition de troubles tant individuels que collectifs qui ont pour origine l'environnement de travail. Et donc, on voit bien effectivement qu'en termes de conséquences, ça va impacter non seulement la santé des individus, mais aussi les collectifs, les tensions collectives qui peuvent arriver dans le travail, mais aussi le travail, donc la performance, la productivité, la qualité du travail qui est donnée au sein du monde professionnel. Et on est vraiment sur un risque d'origine multifactorielle, multicausale, variée, qui peut être d'apparition différée. Voilà. On va y revenir. Pour vous dire aussi que les RPS, alors là, du coup, je complète un peu ce que j'ai dit un peu avant, surviennent vraiment dans une situation caractérisée par un déséquilibre entre les contraintes et les exigences du travail et les ressources et les moyens dont disposent les salariés, ainsi que les régulations qui permettent d'y faire face. Et on voit bien, et c'est l'exemple qu'on reprend assez souvent, que les questions d'intensité, notamment de charge de travail, de surcharge de travail, ne donnent pas lieu tout de suite à des situations de stress au travail ou à des situations de risques psychosociaux si, par ailleurs, les personnes ont toutes les ressources pour faire face à une situation de surcharge de travail. C'est-à-dire si la personne va avoir assez d'autonomie pour faire face à ça, va avoir les moyens adaptés pour faire face à une situation compliquée. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'une personne qui, 10 minutes avant une réunion, doit faire, je ne sais pas, 20 photocopies d'un document pour le donner en réunion et qu'à ce moment-là, la photocopieuse, elle tombe en panne. Effectivement, le moyen adapté n'est pas forcément présent là. Et donc, ça peut aboutir à du stress, ça peut aboutir de l'angoisse, effectivement, et ça peut être lié à un risque psychosocial. Malgré tout, dans cette situation-là, si la personne, effectivement, connaît bien son collègue et va pouvoir toquer à sa porte pour pouvoir utiliser son imprimante, et donc que le collègue va pouvoir débloquer la situation et du coup faire face à cette situation de travail particulière, on voit bien qu'effectivement, les coopérations entre collègues, les ressources, les appuis qui peuvent être mis en valeur à partir de ce moment-là, contrebalance effectivement les contraintes et cette situation particulière de surcharge de travail. Et on est vraiment sur un équilibre à rechercher. Donc, je vous avais dit, il faut bien différencier sur les risques psychosociaux, à la fois ce qui correspond aux conséquences des risques psychosociaux, mais aussi aux causes. Alors, quand on parle de conséquences, elles peuvent être différentes d'une personne ou d'un collectif à l'autre parce que chaque individu a une histoire personnelle, chaque individu a un parcours professionnel antérieur. On ne vient pas au travail de la même manière, dans le même contexte, dans le même état. Les collectifs de travail ne sont pas les mêmes aussi. Il y a des histoires sociales ancrées dans les entreprises, il y a des rapports sociaux qui se sont construits dans le passé et qui font que voilà, il y a des situations particulières, il y a une culture d'entreprise et ça agit sur les conséquences des RPS. Et donc, les conséquences peuvent porter atteinte à 3 types de conséquences, à la fois la santé des individus, la santé individuelle. Donc, effectivement, ça peut occasionner de la fatigue, du stress, de la démotivation. On parle aussi de burn-out, de mal-être, de dépression, de suicide, de troubles musculo-squelettiques, etc.
On peut agir aussi, ça peut avoir des conséquences sur le collectif de travail avec des relations tendues, des conflits entre les personnes, des questions de violence qui peuvent aller même sur du harcèlement. Et ça peut toucher aussi à la performance, à la qualité finalement du travail, à la qualité de service, avec des questions d'engagement, d'absentéisme, de qualité de production. Alors peut-être pour dire aussi sur ça, sur ces 3 types de conséquences, que dans 90% des cas, la conséquence qui apparaît en dernier, c'est vraiment la conséquence de la performance. C'est-à-dire que chaque salarié, la plupart des salariés, 80, même tous les salariés souhaitent faire un travail de qualité. Et pour ça, effectivement, lorsqu'il y a peut-être effectivement une intensité de travail particulière, ça va sûrement engendrer des conséquences sur la santé individuelle des salariés ou sur le collectif en ayant des tensions dans les collectifs de travail avant d'agir sur la qualité du travail, sur effectivement les performances de la personne. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Si on a bien évoqué effectivement la question du coup des facteurs de risque et donc des causes identifiées. Et pour cela, bien dire, alors c'est tout en petit, mais je vais vous l'évoquer à l'oral. On s'appuie notamment sur un rapport, le rapport de Golac, pour ne pas le citer, et de Baudy en avril 2011, qui ont ressorti 6 grands facteurs, 6 grandes familles de facteurs de risque au niveau des risques psychosociaux. Alors, du coup, c'est à questionner au sein de vos structures, au sein de vos entreprises. Alors, ces grandes familles sont à la fois les rapports sociaux, les relations au travail, mais aussi la question de l'autonomie, des marges de manœuvre pour faire son activité, mais aussi les questions d'insécurité de la situation de travail liées effectivement à la sécurité de l'emploi, du salaire, de la carrière, des changements, mais aussi les conflits de valeurs. Et donc là, effectivement, on va interroger les conflits éthiques, la qualité empêchée, mais aussi donc, tout ce que j'évoquais autour de l'intensité du travail et du temps de travail, avec les questions de charge de travail, de charge mentale, de pression temporelle, de difficultés aussi dans les conciliations entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis enfin, dernier facteur de risque, les exigences émotionnelles avec tout ce qui est relatif à la relation avec le client, l'empathie, les tensions avec les clients, etc., etc. Donc, on voit bien aussi que selon le secteur d'activité, selon les métiers, il y a des facteurs de risque qui seront plutôt mis à mal que d'autres. Et qu'effectivement, il est vraiment important de se poser sur ces 6 ces grandes familles de facteurs de risque et de voir lesquels sont les plus impactés dans chaque métier et dans chaque service. Un petit mot, et je conclurai sur ça, cette première intervention, en parlant un peu d'évolution du contexte juridique finalement et réglementaire en France, parce que finalement, en réaction à la crise des risques psychosociaux qui intervient notamment dans les années 2000 avec la situation qui s'est passée à France Télécom, avec les suicides qui ont eu lieu, finalement, les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et organismes de prévention ont pris une série de mesures pour développer des démarches de prévention des risques. Parmi celles-ci, on peut notamment évoquer l'accord national sur le stress au travail du 2 juillet 2008 pour le secteur privé, sur lequel vraiment c'était un cadre, ça a permis d'avoir un cadre possible pour des négociations à la fois de branches, mais aussi d'entreprises sur les questions de stress au travail et de risques psychosociaux. Dans le secteur de la fonction publique, un accord cadre signé en 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux. Une extension des obligations de prévention de l'employeur en matière de protection de la santé physique à la santé mentale, c'est que finalement chaque employeur a une obligation de prévention de la santé mentale des salariés et pas uniquement de la santé physique. Et enfin, le fait, et là je vais insister sur ça, que du coup, étant donné qu'on est sur un risque professionnel, comme c'est un risque professionnel, ça doit être intégré comme l'ensemble des risques professionnels dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ça doit faire l'objet d'une démarche obligatoire d'entreprise d'évaluation de ce risque-là, mais aussi d'action, c'est-à-dire que derrière évaluation, il s'agit de mettre en place des mesures et des actions à la fois curatives, mais aussi préventives sur ce sujet-là. Voilà Amélie, je
te laisse la main du coup Merci pour beaucoup. la suite. Oui, je reprends la main. Merci beaucoup, Damien, pour cette introduction. Il nous semblait important vraiment d'avoir un rappel historique des faits, des notions, et puis qui, en effet, se terminait par un contexte aussi juridique et réglementaire en France, puisqu'on le sait, pour mieux accompagner, il s'agit de mieux comprendre de quoi on parle et de quoi on traite. Et donc, pour poursuivre sur le cadre notamment juridique et puis euh, les démarches qui ont déjà été menées, je vais maintenant présenter deux personnes, Brigitte Roth de l'UDES, l'Union des employeurs de l'ESS, et Alain Guillot de la CFDT, qui représentent aujourd'hui l'espace régional du dialogue social et qui vont donc revenir pour leur part sur les accords professionnels déjà en place sur les risques psychosociaux. Je vous donne la parole, Brigitte et Alain, si vous voulez bien. Que vos micros sont activés. Voilà, ça y est, j'ai réactivé le micro. Bonjour à tous et à toutes. Merci Amélie de nous avoir passé la parole. Donc, vous avez donc déjà un petit peu présenté l'UDES en disant que c'était l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Je vais faire une brève présentation. Ça regroupe 23 groupements et syndicats d'employeurs. Alors, c'est très large entre l'association, les mutuelles, les coopératives et les petites associations, et 16 branches et secteurs professionnels. Ça correspond à 30 000 entreprises sur la France et près d'1 million de salariés. Et c'est l'organisation, la seule organisation en France qui est l'organisation multiprofessionnelle de l'économie sociale et solidaire. Alors, l'UDES, au cours de ces dernières années, a beaucoup travaillé sur ce qu'était le dialogue social dans l'économie sociale et solidaire, et qui reste un pilier souvent des accords. Et donc, l'UDES nationale a donc s'est structurée et a nommé, alors vous avez le slide devant vous, mais elle est un peu petite, un groupe de dialogue social, qu'on dit GDS pour dire d'être plus, bon, c'est plus rapide. Et le groupe, le GDS, rassemble les organisations syndicales de salariés représentatifs au niveau national et l'UDES. Et alors, ce groupe-là, il a pour mission de faire des délibérations sociales et puis aussi de préparer et négocier des accords multiprofessionnels dans l'économie sociale. C'est un lieu de débat et c'est aussi un lieu de préparation et de négociation des accords qui sont pour les multiprofessionnels dans l'économie sociale et solidaire. Donc voilà la présentation rapide. On fera une petite présentation sur la région, le déclinement en région dans la deuxième partie. Donc ces accords ont été négociés. Alors vous ne voyez pas trop parce que c'est un petit peu petit, mais par exemple, la négociation a été sur la formation professionnelle, sur l'emploi, la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle et le dialogue social. Ces accords on a commencé sur les risques professionnels et on n'appelait pas ça le risque professionnel, on appelait aussi le stress, comme dit tout à l'heure Damien. En 2010, un accord a été signé pour toute l'UDES et cet accord a été étendu par un arrêté en 2013. Vous voyez que ça a duré quand même presque 10 ans pour qu'on arrive à avoir quelque chose d'obligatoire un petit peu partout. Alors, la slide 2, s'il vous plaît. Et alors, ces accords ont été négociés, bien sûr, avec les organisations syndicales sur la prévention des risques psychosociaux. Et on voit que dans une liste qui est affichée là sur la prévention, et à cette occasion, on a abordé les points suivants qui sont pour nous importants, mais toujours abordés en paritaire, dans le cadre d'un dialogue social national, mais aussi après on verra sur du local. Alors dans cette occasion, on a abordé les points suivants, la définition des risques principaux et psychosociaux dans les situations professionnelles. Ça va rejoindre un petit peu ce que Damien avait donné tout à l'heure sur quelques définitions. La démarche de sensibilisation et de formation aux risques psychosociaux, les engagements des branches et des secteurs professionnels, parce que ce n'est pas tout de faire des accords ou de faire même des lois, comment elles se retraduisent derrière,
les dispositions pour financer la démarche de la formation, les partenaires techniques dans la démarche de prévention et la mise en œuvre de l'accord. C'était tous ces 6 éléments que UDES a travaillé, que le groupe a travaillé pour arriver à un accord national pour tout l'ensemble de l'UDES. Et puis, bien sûr, ce que je disais là maintenant, c'est bien des accords nationaux ou des préconisations nationales, mais si ça reste au national, ce n'est pas forcément le but recherché. Enfin, c'est bien, mais ce n'est pas forcément le but recherché. Et là, UDES a vraiment mis l'accent sur l'opérationnalité sur les régions. Et tout à l'heure, on en reviendra dessus, on vous expliquera ce que c'est que le RDS, l'espace régional de dialogue social. Voilà, j'ai fait rapide parce qu'on avait 5 minutes. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Et puis voilà. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. C'était très bien et très, très clair. Merci beaucoup. En effet, on reviendra avec vous sur la construction des démarches en place, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour terminer cette première partie, notamment sur les constats et sur le cadre, on souhaitait proposer à Angélie Danet, qui est directrice du DLA, dispositif local d'accompagnement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui nous présente plutôt les constats sur les risques psychosociaux et notamment au sein des associations, sujet qui nous concerne aujourd'hui. Angélie, merci pour cette introduction. Oui, bonjour à tous. Du coup, pourquoi finalement ce sujet aujourd'hui, même si ça a pu l'être évoqué, hein, ces questions de risques psychosociaux en soi ne sont pas nouvelles. Néanmoins, ce qu'on observe en tant qu'acteur de l'accompagnement, c'est que cette thématique et ces situations, en tout cas, de souffrance au travail ou de conflits, qui sont parfois même devenus des conflits généralisés au sein des organisations, ont été exacerbées suite à la crise sanitaire et perdurent encore aujourd'hui. Le premier point qu'on souhaitait souligner, c'est que cette question, elle ne concerne pas que les salariés des structures associatives, mais elle concerne aussi les bénévoles qui peuvent rencontrer des situations de stress, de surcharge de travail ou encore se retrouver dans des situations relationnelles parfois difficiles avec soit d'autres bénévoles, soit avec des bénéficiaires ou avec lesquels ils sont en contact ou encore avec des équipes salariées. Donc, il est important d'avoir en tête, de prendre en compte vraiment ces 2 dimensions et cette double cible dans le cadre des associations, que ces situations de risque peuvent concerner tant les bénévoles que les salariés. Alors, on en a listé quelques-uns des facteurs de risque. Hein. Bien évidemment, ils ne sont pas exhaustifs, mais en tout cas, ce sont ceux qu'on est amené à rencontrer, je dirais, de façon assez courante ces derniers temps. Bien évidemment, hein, le contexte financier des associations aujourd'hui contribue à des situations de souffrance au travail, des situations de burn-out, hein, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, la raréfaction de certains financements, les modalités aussi de financement avec des appels à projets ou des appels d'offres dont la durée est de plus en plus courte, hein, souvent annuelle et non plus pluriannuelle comme à une certaine époque, font que ça génère des incertitudes, font que ça génère des instants de surcharge de travail à certains moments de l'année, alors qu'il faut aussi assurer l'activité quotidienne. Bien évidemment aussi, cette injonction à aller davantage sur une hybridation des ressources, parfois avec plutôt de la prestation de services qui se développe ou encore avec ces nouvelles modalités de financement type appel d'offres ou appel à projet, amène aussi à devoir investir des compétences nouvelles dans le cadre d'une activité ou dans le cadre d'un engagement bénévole, avec peut-être des activités qui perdent un petit peu de sens et qui ne sont plus celles pour lesquelles on s'est engagé ou qu'on a postulé, mais on va glisser petit à petit davantage vers des activités qui se concentrent autour du reporting et pose la question finalement du sens au travail. Cette question du sens au travail, hein, vous le savez, elle est prégnante, elle a été largement posée pendant la crise Covid, elle l'est toujours aussi aujourd'hui au regard des sujets d'actualité, mais elle amène aussi à réfléchir finalement comment on a une adéquation entre ce que le salarié ou le bénévole est venu chercher en passant les portes de l'association pour s'engager et le cadre de travail. Et c'est vrai qu'il faut être attentif du coup à ce cadre de travail, quelle est la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, mais aussi quels peuvent être les décalages entre ce qu'on pose entre guillemets sur le papier et ce qui se pratique dans les faits. Typiquement, on observe de façon assez récurrente des temps partiels qui dans les faits sont des temps pleins, voire plus que des temps pleins, ou encore des missions qui sont assurées par des salariés qui ne correspondent pas à leur fiche de poste, mais qui les amènent à prendre davantage de responsabilités, ou encore parfois un manque de reconnaissance, de valorisation de ce qui a pu être fait quand il a fallu faire plus, ou tout simplement aussi un décalage entre l'intitulé d'un poste et les missions qui sont assurées au quotidien.
Bref, tout ça sont des exemples pour aussi dire qu'il faut être aujourd'hui vigilant à cette question du sens au travail. Et comme le disait Damien aussi tout à l'heure, la question de l'équilibre entre la personne et sa place dans l'organisation et dans le collectif plus largement. Bien évidemment, la crise sanitaire, on en a encore des répercussions. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des situations de télétravail qui ont été subies pour tout le monde à un instant T, qui sont encore subies parfois aujourd'hui parce que le cadre n'est pas toujours encore très bien posé du télétravail dans certaines structures. Parfois, le télétravail est subi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une modalité de travail qui ne convient pas forcément à tous. Pour certaines personnes, ça renforce parfois des situations d'isolement qui sont déjà assez prégnantes dans un quotidien, même si dans le quotidien, on est dans le collectif organisationnel. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est des tensions de plus en plus fortes dans le cadre des recrutements pour les associations, avec la difficulté aujourd'hui de trouver des candidats et beaucoup d'offres d'emploi qui restent vacantes. Et puis, bien évidemment, on en parle beaucoup, mais là, c'est important, la crise du bénévolat aussi. On a des structures qui ont de moins en moins de bénévoles, qui sont investis, qui sont prêts à prendre des responsabilités d'administrateurs. Et là encore, ça génère des situations de stress et de surcharge de travail, tant sur d'autres bénévoles administrateurs que aussi sur les salariés. Ce qui amène tout le monde finalement à prendre davantage de responsabilités, à vouloir faire plus, à des moments où finalement les moyens humains, les forces vives sont de plus en plus limitées. Donc ces questions, tout ça nous amène à des surcharges de travail, comme on l'a dit, mais aussi à des conflits de valeurs entre finalement pourquoi on est venu, pourquoi on s'est engagé ou pourquoi on a postulé dans telle structure au regard de son projet et des valeurs qu'elle défendait, nous amène aussi à une perte de sens du travail, ce qui génère forcément des états de stress, de l'absentéisme, du burn-out, des conflits, alors parfois bilatéraux, mais de plus en plus, on observe aussi des conflits généralisés au sein des associations, des difficultés relationnelles entre collègues ou entre administrateurs et collègues ou avec les bénéficiaires, des situations de harcèlement, d'isolement, et c'est là que ça pose aussi un enjeu communicationnel qui est assez fort, au-delà de la question de la stratégie de communication en interne. Qu'est-ce qu'on communique, quand est-ce qu'on le communique, comment, à qui? Se posent aussi toutes ces questions de communication interpersonnelle, comment interagir avec l'autre quand soi-même on peut être en situation de souffrance ou quand lui-même l'est, mais en a conscience, pas conscience. Voilà, on chemine tous aussi de façon assez différente sur comment on se sent dans le collectif. Parfois, on peut avoir des personnes qui vont réussir à le verbaliser et d'autres fois qui ne vont pas réussir à le dire. Donc, comment aussi on arrive à aborder ce sujet quand on observe quelqu'un qui peut être dans une situation de souffrance ou de repli. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu synthétique. Là encore, ça ne se veut pas exhaustif, mais en tout cas, ça permet de mettre en lumière des petits éléments qu'on peut observer dans les structures qu'on accompagne. Merci beaucoup, Angélie. En effet, cette première partie était vraiment pour nous l'intérêt de poser le contexte et de rappeler les constats, ces constats que l'on a travaillés au sein de l'équipe du COPIL PMAE et qui nous ont permis d'identifier des vrais besoins au sein des associations. On ne s'est pas arrêté au constat. Heureusement, on a également souhaité rappeler, et c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, qu'il existe des démarches de prévention que des acteurs peuvent être et sont aux côtés des associations pour lever et pour en tout cas soutenir et accompagner les associations face à ces risques psychosociaux. Et donc, pour cette deuxième partie, je vais redonner, donc on va vraiment maintenant parler des méthodes de construction d'une démarche de prévention des risques psychosociaux. Redonner la main à Damien Delaracte. Je voulais juste rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans l'espace discussion. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser aux intervenants sur cette première partie. Suite aux deux prochaines interventions, nous aurons un temps de questions-réponses à partir des questions qui sont posées dans l'espace discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace. Et Damien, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Merci Amélie. Voilà, deuxième intervention plutôt sur, on va dire, des questions un peu méthodologiques et d'outillage sur la démarche de prévention des risques psychosociaux. Alors, en termes d'outils, on ne va pas aller très très loin. Je vous mettrai plutôt, c'est plutôt des liens
vers laquelle vous pouvez aller chercher des liens Internet de partenaires, d'institutionnels sur lesquels vous pouvez aller chercher des outils, de la méthode et pas mal de ressources. Alors, sur la démarche, ça c'est important de le préciser. On va parler de prévention des risques psychosociaux et quand on parle de prévention, notamment distinguer 3 niveaux de prévention. Tout d'abord, ce qu'on va appeler la prévention tertiaire, même si on ne parle pas forcément de prévention, mais plutôt un peu de réparation, c'est à partir du moment où finalement la personne est déjà en souffrance. La personne, effectivement, est déjà atteinte de risques psychosociaux. Il y a vraiment des situations de burn-out, de souffrance psychologique avérée. Et donc, pour le coup, il y a des actions de réparation ou d'atténuation des conséquences des RPS qu'il faut mettre en place. Et il y a une urgence à prendre en charge médicalement et psychologiquement là où les personnes identifiées. Le deuxième niveau de prévention, on se situera plutôt à un niveau de prévention, ce qu'on va appeler la prévention secondaire. Et donc là, on a plutôt des actions visant à aider les salariés à mieux faire face au RPS et à mieux gérer le stress. C'est-à-dire qu'on ne va pas agir sur l'origine et on ne va pas réduire le stress, mais on va accompagner les personnes à mieux gérer le stress et ça passe notamment par des formations pour que les personnes essayent de travailler moins dans une situation stressante. Et le troisième niveau de prévention, et vous l'aurez compris à travers ce schéma-là, c'est celui-là vers lequel il faut tendre. Ce sont les actions de prévention primaire visant à réduire les facteurs de risque à leur source en agissant sur l'organisation du travail, sur le fonctionnement de l'entreprise, sur le management du travail et tout ce qui a trait effectivement à des actions autour des organisations du travail. Donc, vous l'aurez compris, une démarche de prévention cohérente s'appuie sur ces 3 niveaux, mais vraiment, l'important, c'est de chercher à réduire la proportion d'actions qui sont plutôt sur le tertiaire ou sur le secondaire au profit d'actions réellement préventives. Voilà. Peut-être 2 idées complémentaires à cela qui sont importantes à avoir en tête. C'est-à-dire la première, en matière de prévention des risques psychosociaux, il est indispensable de sortir de la notion de coupable. N'allez pas chercher un coupable effectivement sur la question des risques psychosociaux si vous voulez sur ces questions de prévention. Mais plutôt effectivement d'agir sur l'organisation du travail, sur le management du travail ou quoi que ce soit. Il est indispensable, sinon vous n'allez pas avancer, de sortir de la notion de coupable, de culpabilité. La deuxième idée complémentaire, c'est peut-être se dire que ce risque psychosocial, il n'est pas si évident quand même lorsqu'on veut agir dessus parce qu'il est complexe, il n'est pas forcément c'est pas un risque palpable, c'est pas un risque facilement mesurable. Malgré tout, engager une démarche de prévention en mobilisant les acteurs, en les mettant autour d'une table, en essayant de se dire comment on peut travailler, quelles sont les situations aujourd'hui, attention au risque psychosocial, ça peut déjà dénouer des choses, ça peut déjà désamorcer certaines situations conflictuelles et le fait déjà peut-être de mettre les gens autour de la table, d'engager une démarche de prévention et de se réunir pour voir qu'est-ce qui pourrait être mieux fait, qu'est-ce qui ne va pas forcément bien. Ça peut déjà permettre d'avoir des petites actions très simples qui peuvent réduire certaines tensions et développer, nous, ce qu'on a appelé des espaces de discussion sur le travail où les gens vont discuter du travail au quotidien et des dysfonctionnements et ce qui fait problème. Pour conduire une démarche de prévention des risques psychosociaux, là, on est vraiment à un niveau méthodologique. Il faut passer par des étapes incontournables. Une des premières étapes incontournables, ce n'est pas forcément de faire un diagnostic tout de suite. C'est vraiment de se mettre d'accord pour lancer la démarche. Et notamment, c'est de partager des éléments de définition autour de risques psychosociaux. De quoi on parle? C'est de constituer une instance de pilotage, une sorte de comité de pilotage paritaire qui va suivre
qui va suivre la démarche dans le temps. C'est se mettre d'accord sur la manière de faire le diagnostic, quels outils on va utiliser, quels outils de recueil. Est-ce qu'on va passer par un questionnaire? Est-ce qu'on va passer par des entretiens? Est-ce qu'on va passer par des observations du travail pour diagnostiquer ces risques psychosociaux? La deuxième étape, c'est de réaliser ce diagnostic partagé avec des méthodes de recueil variées, comme je l'ai évoqué, en partant aussi peut-être un peu d'indicateurs qui nous permettra de préciser là où ça ne va pas bien et là où ça va bien. La troisième étape, c'est au regard de ce diagnostic partagé, de proposer des pistes d'action et d'élaborer un plan intégré d'action, et notamment sur les 3 niveaux de prévention que j'ai évoqués avant, prévention primaire, secondaire et tertiaire, avant de mettre en œuvre un plan d'action, de le piloter, de prioriser les actions, d'impliquer aussi les parties prenantes et les salariés et l'ensemble des travailleurs dans ces actions-là, avant de pérenniser, d'évaluer et de suivre dans la durée cette démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment aussi pour permettre l'intégration de ces risques dans le document unique et de favoriser effectivement cette question d'obligation réglementaire. Peut-être vous dire qu'en 10-15 ans, là, il y a 3 points positifs qu'on a plutôt relevés dans nos entreprises et 3 points négatifs que je vais évoquer. Les 3 points positifs, c'est que globalement, les entreprises ont développé quand même beaucoup de formation des acteurs à la prévention des risques psychosociaux. Beaucoup de dirigeants d'entreprises se sont formés à cette question des risques psychosociaux. Et donc, sur la question de se mettre d'accord pour lancer la démarche, la question de la définition de la formation, elle a été largement représentée. La deuxième chose qui est plutôt aussi positive, c'est que généralement dans l'entreprise, que l'on voit, on a une implication forte des instances de dialogue social dans ces démarches de prévention. Alors notamment les CHSCT avant, aujourd'hui plutôt les CSE, étaient effectivement mis dans la boucle pour mettre en œuvre et diffuser et accompagner ces démarches de prévention des risques psychosociaux. Et la troisième chose, c'est globalement, les entreprises savent bien s'en emparer sur la deuxième étape, c'est-à-dire que notamment, et ça va aussi avec le fait qu'on trouve beaucoup d'outils pour établir un diagnostic partagé, les entreprises savent bien faire des diagnostics. Les 3 points négatifs, le premier, et c'est en lien avec ce que j'ai dit juste avant, ils savent bien faire les diagnostics, mais le passage du diagnostic au plan d'action est peut-être un peu plus difficile, parce que souvent, effectivement, c'est difficile d'essayer de voir que pour telle ou telle chose qui ont été relevées comme dysfonctionnant, c'est difficile de voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour faire face à ces dysfonctionnements. La deuxième chose, c'est qu'on a du mal, malgré tout, à aller sur des mesures de prévention primaire. On reste beaucoup sur des actions qui sont sur du tertiaire ou du secondaire, effectivement, où on va facilement, l'entreprise va mettre en service un numéro d'appel pour les personnes qui sont en souffrance, pour que les personnes puissent discuter avec un psychologue du travail, etc. Mais lorsqu'il s'agit d'agir sur les causes racines que sont les risques psychosociaux, c'est plus difficile, en tout cas, d'aller sur ces questions d'organisation du travail, de management. Et puis la troisième, c'est difficile aussi de pérenniser les démarches, d'évaluer et de les suivre dans le temps. Alors, je vais aussi un peu accélérer parce que je suis peut-être un tout petit peu à la bourre. Je vous ai mis dans cette diapo, je ne vais pas non plus totalement y rester dessus, les conditions d'une démarche RPS entre l'engagement durable et nécessaire d'une direction et d'un accord social entre les acteurs de l'entreprise. Une étape de formation préalable d'échange entre acteurs, c'est important de se dire de quoi on parle lorsqu'on parle de risques psychosociaux. L'importance de l'histoire, de l'entreprise, des métiers, le fait de combiner des méthodes subjectives et objectives dans le diagnostic des risques psychosociaux, de requérir à la fois ce qui fait tension, mais aussi ce qui marche bien, ça c'est important, et d'impliquer l'encadrement sans le culpabiliser. Enfin, et ce sera ma dernière diapositive, ce qu'on peut, en tant que partenaire, sur ces questions de prévention, on met à disposition aussi tout un tas de ressources documentaires, d'outils et de méthodes sur le sujet. Vous voyez effectivement quelques documentations que vous pourrez retrouver sur nos sites internet ou sur le site de l'ANACT. On met à disposition aussi des outils un peu ludopédagogiques auprès des entreprises, basés sur des jeux de cartes, basés sur des plateaux, pour
transférer méthodologiquement les démarches de prévention des risques psychosociaux, et ça prend du temps. Et puis, des ressources sur Internet. Alors, vous pourrez retrouver des choses sur la NAC, sur le site de la NAC, des choses sur le site de l'INRS. Alors, j'avais fait bouger un peu la diapo. Sachez aussi que vous pouvez trouver aussi des ressources sur les sites des CARSAT, CARSAT Auvergne, CARSAT Rhône-Alpes, mais aussi sur le site de la DRETS, sur un volet risques psychosociaux. Donc voilà, ce sont aujourd'hui des partenaires, des institutionnels qui œuvrent aussi sur ces questions de prévention des risques psychosociaux. Vous pouvez trouver bon nombre de ressources et d'outils. Voilà, Amélie, je vous laisse la main. Merci beaucoup, Damien. Pour rebondir sur votre dernière partie, en effet, on travaille suite à ce webinaire à la compilation d'un guide avec l'ensemble des outils et des documentations existantes. Donc, on vous présentera les grandes lignes de ce guide qui vous sera transmis plus tard, dans quelques semaines, une fois qu'il sera finalisé. Mais on a également commencé ce travail, en effet, de collecter l'ensemble des outils qui existent, puisque un certain nombre d'acteurs mettent à disposition des outils, des documentations et des formations. On y reviendra donc plus tard. Pour continuer sur cette partie, en termes de démarche de prévention, il nous semblait important aussi de présenter la démarche de l'espace régional du dialogue social, comme l'a présenté Brigitte Roth. L'importance du dialogue social et d'avoir un espace régional pour échanger sur ces questions a permis de lever certaines méthodes et en tout cas de répondre à certains besoins. Je laisse donc la parole à Alain Guillot et à Brigitte Roth une nouvelle fois, si vous voulez bien. Bonjour à tous, donc Alain Guillot de la CFDT Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à Brigitte pour avoir présenté la partie de ce qui se passe au niveau national. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur l'espace régional de dialogue social d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a débuté, je pense qu'on est une des premières régions à avoir mis cet espace de dialogue social en place. Je prends un peu l'équivalent, le parallèle où on a quelques commissions paritaires qui sont un peu de la même grandeur de l'économie sociale et solidaire au niveau régional. Je parle de la commission paritaire régionale au niveau interprofessionnel de l'artisanat, par exemple, des professions libérales. Tout ça, c'est du dialogue social qui se crée au niveau des régions, essentiellement pour les très petites entreprises. Je rappelle qu'il y a encore aujourd'hui énormément d'entreprises qui ont des carences aux élections professionnelles pour la mise en place du CSE, du Conseil social économique. Donc, nous, on s'est très vite, dans cet espace régional de dialogue social de l'économie sociale et solidaire, un outil qui nous a permis vraiment de se comprendre entre nous, entre les employeurs et les salariés, de se comprendre sur la partie qu'est-ce que c'est le dialogue social dans l'entreprise et son environnement, parce que le dialogue social, souvent, on a tendance à l'arrêter au niveau entreprise, mais le dialogue social continue. Donc, la preuve, il est au niveau régional, il est au niveau des branches professionnelles, il est au niveau interprofessionnel, comme le disait Brigitte tout à l'heure. Donc, nous, c'est vrai qu'en région, on s'est vraiment très vite mis en place des actions pour représenter cet espace. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on a la présence de la CFE-CGC dans cet espace, de la CFTC, de la CGC, de la CGT et de l'UNSA. Malheureusement, EFO a décliné parce que EFO est une organisation qui est représentative au niveau interprofessionnel, au niveau national, mais a décliné la présence dans l'économie sociale et solidaire. Mais bon, on a déjà beaucoup de travail avec ces 5 organisations syndicales, plus l'UDES. Alors, les différentes actions qu'on a menées, je reviens sur justement le dialogue social. On a voulu vraiment réexpliquer dans ces très petites entreprises et petites entreprises qu'est-ce qu'est le dialogue social. Donc, on a ouvert une plaquette
qui est aujourd'hui très active, qui est distribuée beaucoup dans des forums. Moi, je prends l'exemple parce que je prends ma casquette un petit peu sport et animation. Je fais partie de ces deux branches-là. Dans le monde associatif, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de ce qu'est le dialogue social, de les aider. Donc, on a cette petite plaquette qui a été mise en place pour vraiment démarrer cet espace régional de dialogue social. On a mis en place des actions, donc on travaille toujours dans ces actions en binôme avec salariés-employeurs. On est allé mettre en place dans différentes associations. Je prends l'exemple, toujours prendre ma casquette de sport. On a été dans un comité départemental où on a rencontré les salariés et les employeurs pour leur faire comprendre que derrière, le dialogue social ne s'arrête pas dans l'entreprise, continue, permet d'avoir une visibilité de ce qui se passe dans ces très petites entreprises pour alimenter le dialogue social dans la convention collective et dans les accords de branche. Donc ça a été une première démarche très forte au niveau de l'ERDS. Et derrière, on en a pris en charge aussi différentes actions qui est donc une sensibilisation sur la partie donc de la qualité de vie au travail. Donc, on a mis en place en 2020 et 2021 8 sessions de sensibilisation qui a permis vraiment de toucher au plus proche les salariés et les employeurs. En plus, on était en plein dans la crise du Covid. Et c'est vrai qu'on a remarqué que la qualité de vie au travail a été un petit peu entachée dans le monde associatif. Alors, je prends toujours ma casquette de l'animation ou du sport. Et ça nous a permis de comprendre l'articulation de quand une association est à l'arrêt par rapport à cette fameuse crise sanitaire, nous a permis de démontrer qu'il y a eu du dialogue qui a été créé dans les entreprises pour retravailler, par exemple, l'organisation du travail, la mise en place de Visio, qu'on a tous connu et qui continue aujourd'hui, qui est tant mieux parce que c'est un outil qu'on n'avait peut-être pas l'habitude d'utiliser. Alors, il ne faut peut-être pas l'utiliser aussi fort qu'on a pu l'utiliser au niveau de la crise, mais c'est vrai qu'on a remarqué que ces différentes sessions de sensibilisation ont permis vraiment de démontrer qu'on peut amener des outils et vraiment un travail par une plaquette qui a été créée, qui a été forte aussi en distribution dans les différentes associations de l'économie sociale et solidaire. Voilà, ces outils est vraiment un premier, on va dire, un premier aide aux entreprises pour s'atteler à être, pour les entreprises, justement les représentants des employeurs, mais aussi des salariés, qui est un outil vraiment de base qui leur permet vraiment de lancer du dialogue social dans ces très petites ou petites entreprises qui n'ont encore pas vu le jour d'un conseil social économique, malgré qu'on a certaines conventions collectives qui permettent d'avoir ces instances en dessous de 11. Donc, c'est les spécificités du monde associatif. Et ça, vraiment, cet outil qu'on vous présente là est vraiment un vrai guide pour les salariés, mais aussi les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je ne sais pas si Brigitte, tu voulais rajouter un petit peu sur la partie de la mise en place de cet espace. Mais c'est vrai qu'on a un vrai travail en binôme. Quand on dit en binôme, c'est toujours un salarié et un employeur qui travaillent dans la même direction qui va se rapprocher des entreprises, mais aussi des salariés. Brigitte, Merci. si tu veux dire un petit mot pour finaliser. Tu as ton micro, Brigitte. Oui, il faut allumer votre micro, Brigitte. Et bien, voilà. Ça y est, j'y suis arrivée. Oui, je voudrais pas rajouter grand-chose sur ce que Alain vient de dire. Et c'est vrai que l'orientation, mais forte dans le RDS, c'est un travail en binôme, un travail constructif, mais paritaire. Et bon, il n'a pas forcément, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais par exemple, sur la santé au travail, on a travaillé paritairement et on a été faire des sensibilisations dans pratiquement tous les départements pour expliquer comment ça pouvait se faire et donner des éléments et des guides. Alors, c'est les guides, vous le verrez dans le guide, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais je crois que pour nous, c'est quelque chose de… la gestion des risques professionnels ou la santé ou la qualité de vie au travail, elle ne peut pas se passer, elle ne peut pas avancer sans dialogue social.
ça reste vraiment notre ligne de conduite sur toutes les actions qu'on peut mener. Voilà ce que je voulais simplement rajouter. Oui, je peux retirer un petit peu l'accent sur le guide pour rentrer un peu dans le détail. Il y a un outil d'autodiagnostic sur la santé au travail qui est vraiment très intéressant, où les équipes dirigeantes ou salariés peuvent vraiment s'y atteler et vraiment avoir des résultats pour mettre en place des objectifs au sein de l'entreprise ou au niveau du Conseil social économique. Donc ça, c'est vraiment un outil très intéressant pour avoir vraiment sur quoi on peut travailler en termes de santé au travail, sur l'organisation du travail, sur les risques psychosociaux. C'est vraiment un outil qui va permettre de donner des moyens à l'employeur et aux salariés de travailler ensemble pour progresser dans le domaine. Merci beaucoup. Oui, pardon. Tous ces outils sont sur le site de l'UDES. Voilà. Ouais. Oui. Oui, merci beaucoup à vous encore une fois. Voilà, l'ensemble des ressources, des liens et des outils seront compilés dans un guide et vous seront transmis suite à ce webinaire. Donc, merci pour cet éclairage à vous deux. On va peut-être passer rapidement aux questions-réponses que l'on a pu collecter dans le chat. Il y avait un certain nombre de questions plutôt côté juridique. Est-ce que Angélie, vous êtes d'accord pour nous faire un rapide résumé et adresser peut-être une question à un des intervenants? On n'aura pas plus le temps d'une question pour ce temps-là et on passera ensuite à la suite et on reviendra aux questions-réponses en fin de webinaire. Oui, Angélie, alors il y est-ce avait qu'il y a tout à fait, il y avait des questions sur la méthode et comment mobiliser en interne. Alors du coup, Damien a pu apporter des premiers éléments de réponse et surtout nos différents intervenants ont pu la citer plusieurs éléments en termes de ressources dans lesquelles vous pourrez trouver des exemples de méthodologie ou en tout cas les questions à se poser pour construire sa méthodologie. Donc on vous invite à bien prendre connaissance de cette documentation quand elle vous sera relayée. Mais peut-être qu'on peut donner la parole à Guillaume qui a pas mal répondu sur le chat, mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait vu. Sur les questions inhérentes aux risques juridiques qui peuvent peser sur l'employeur en cas de situation de burn-out d'un salarié et aussi finalement cette question qui est souvent une question essentielle au sein du secteur associatif. Est-ce que c'est de la responsabilité du directeur de structure ou est-ce que c'est de la responsabilité des administrateurs du président? Merci Angélie. Est-ce que Guillaume Poinçonnon, en effet, de l'UDES, souhaite prendre la parole rapidement en 1 minute pour répondre en direct à cette question? Bonjour, merci. Alors, j'ai répondu avec les connaissances que j'avais pu avoir. Donc, je suis de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, chargé de l'animation et du développement territorial. J'ai apporté quelques réponses dans le chat. Donc, à la question posée sur les questions de burn-out, c'est des éléments qui doivent évidemment être précisés par des juristes et par des personnes qui s'y connaissent dans le droit. Moi, je vous apporte une réponse en matière d'expérience et de retour employeur que j'ai pu avoir sur d'autres territoires et d'autres structures. Peut-être pour vous résumer un peu la réponse que j'ai pu faire, oui, l'employeur a l'obligation donc d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. C'est une obligation de résultat qui vient du Code du travail, donc un article assez connu qui est l'article 41-21. Aujourd'hui, donc, l'employeur doit prendre des mesures pour assurer cette sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En conséquence, il peut être tenu responsable s'il n'a pas mis en place des moyens comme la formation, l'information à ce risque professionnel. Alors, aujourd'hui, il existe plusieurs moyens de pouvoir répondre à ce risque, celui notamment de s'appuyer sur un CSE, sur les représentants des salariés, mais également d'organiser des espaces de discussion pour la prévention de ce risque professionnel et de s'appuyer sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, aussi appelé DU ou DURP, qui est obligatoire dans les entreprises. Donc, je vous amène à peut-être revoir votre document unique avec les syndicats, avec les salariés, d'ouvrir des espaces de discussion, faire remonter un petit peu les ressentis des uns et des autres afin de le mettre à jour. C'est une obligation de le mettre à jour de manière annuelle. Dans le cas où en fait, l'employeur n'aurait pas pris de telles mesures et qu'une victime du burn-out se ferait reconnaître, sa responsabilité, donc l'employeur sera engagé. Donc, il y avait, selon les tu vas à la fenêtre, tu la porte et puis elle rentre. des sanctions, il y aurait des sanctions et d'autres sanctions qui pourraient peser sur l'employeur et notamment des condamnations pour indemniser ce salarié si la faute est considérée comme inexcusable. Après, le salarié est tenu, grâce à la médecine du travail, de fournir un dossier pour prouver qu'il a bien
vécu une situation qui est liée à son travail. Alors, ça peut être des méthodes de management qui peuvent être dénoncées, du harcèlement moral ou encore une charge de travail non maîtrisée par l'employeur et qui aurait pu peser sur la santé mentale du salarié. Voilà, je peux vous apporter ces éléments-là. Après, s'il y a besoin de plus de précision, on vous invite à prendre contact avec nous ou avec les partenaires sociaux présents autour de la table. Oui. Merci beaucoup, Guillaume. En effet, j'avais précisé, si des questions n'ont pas été répondues, on se chargera de travailler sur les réponses aussi après le webinaire. On va tout de suite passer à la troisième partie de ce webinaire. Il nous semblait important d'avoir un témoignage, un retour d'expérience sur une association, à savoir dans ce cas-là France Active Savoie Mont Blanc, qui a pu mettre en place un accompagnement collectif du dispositif local d'accompagnement sur cette question des risques psychosociaux et qui a également mené une démarche en interne, puisque voilà, il y avait ce besoin-là de répondre et de prévenir de ces risques psychosociaux. Et donc, je vous demande d'accueillir Céline Jabouinia, co-directrice de France Active Savoie Mont Blanc, qui va nous éclairer sur ce retour d'expérience et ce témoignage sur cette mise en place d'accompagnement et cette démarche en interne. Céline, est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Bonjour à tous et merci. Je m'excuse par avance, j'ai quelques soucis avec ma caméra Zoom, donc si jamais vous voyez ma tête qui saute avec plein de couleurs, je couperai ma caméra, donc voilà. Mais normalement, le son fonctionne. Donc moi, je vais essayer d'illustrer un peu tout ce qui a été dit. Voilà. Donc je coupe ma caméra, désolée, mais le son sera là. Donc, je vais essayer d'illustrer un peu tout ce qui a déjà été présenté en revenant sur, en deux temps. Un premier temps sur un atelier collectif DLA qu'on a mis en place sur ce sujet. Et puis, dans un deuxième temps, donc, sur une démarche qu'on a menée, nous, en interne au sein de France Active Savoie Mont Blanc. Alors, peut-être avant de démarrer, 2 mots sur France Active Savoie Mont Blanc. Pour faire très synthétique, donc on est donc une association, on fait partie du réseau France Active au niveau national et notre mission principale, c'est l'accompagnement et le financement des entrepreneurs et des structures de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de la Savoie et de la Haute-Savoie. Donc, on porte aussi le DLA et d'autres missions, dispositifs tels que le microcrédit, un dispositif d'incubation. Voilà, on a d'autres petites actions annexes propres au territoire. Pour vous présenter dans un premier temps l'atelier collectif DLA qu'on a mis en place, donc on l'avait intitulé « Mieux comprendre et améliorer la qualité de vie des conditions de travail et prévenir les risques psychosociaux dans l'ESS ». Pourquoi cet atelier ? Pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Angélie, donc on avait fait les mêmes constats sur le territoire, que ce soit à la fois dans les accompagnements individuels que nous, on pouvait réaliser dans le cadre du DLA, ou aussi en échangeant avec différents réseaux partenaires sur le territoire. Comme quoi, voilà, les structures de l'ESS sont de plus en plus confrontées à la question des conflits, des difficultés organisationnelles, des tensions qui apparaissent, notamment par rapport au modèle économique, et puis donc cette fameuse crise sanitaire qui est venue accentuer ces problématiques. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des secteurs d'activité où les notions justement de QVT, RPS étaient déjà bien présents, et qu'à l'inverse, dans le secteur associatif et plus largement dans celui de l'ESS, où souvent les employeurs sont des bénévoles, les structures n'étaient pas forcément outillées, elles ne se sentaient pas suffisamment armées pour faire face à cet enjeu. Donc, on a souhaité mettre en place cet accompagnement collectif DLA pour que les structures, à la fois pour les sensibiliser sur ces notions, concepts de base relatifs à la QVT et au RPS, et puis essayer de les outiller pour qu'elles puissent se lancer sur des premiers pas pour mettre une démarche en interne au sein de leur structure.
Donc, notre volonté, ce n'était pas d'être s'adresser à des structures où il y avait déjà des conflits détectés. On était bien, enfin, l'intention de l'atelier, c'était bien d'être sur une démarche de prévention et pas une intervention en urgence. Donc, concrètement, comment ça s'est déroulé l'atelier, avec quel contenu? Peut-être juste pour rappeler aussi qu'un atelier collectif, qu'est-ce qu'un atelier collectif DLA? On est à la fois sur de l'apport de contenu, de connaissances, des techniques un peu de prise de recul et de compréhension du sujet par rapport à sa structure, et puis des méthodes d'animation qui sont plutôt orientées sur la dynamique de groupe pour que l'ensemble des participants puissent partager leur expérience, leurs pratiques, leurs difficultés, leurs forces, etc. Donc, sur le déroulé, on avait fait un peu un teasing déjà de cet atelier collectif pour essayer d'avoir une première sensibilisation avec un petit autodiag où on avait communiqué largement de 5 minutes, un questionnaire en ligne pour savoir un peu où en étaient les structures, et à la fin, en fonction de ce qu'elles avaient répondu, ça leur disait si oui ou non c'était pertinent pour elles de participer à cet atelier collectif. Ensuite, avec l'ensemble des structures inscrites à l'atelier, il y a eu un premier temps d'entretien individuel pour préparer les 2 journées collectives qui ont suivi. Ce premier temps, c'était à la fois pour mieux connaître les structures, mieux cerner les besoins, les attentes, quel était le niveau de maturité aussi sur le sujet, et puis pour pouvoir adapter donc le contenu des journées collectives à leurs attentes. Donc, on a eu deux journées collectives. La première qui était pour un peu mieux cerner ces notions, voilà, de quoi parle-t-on, définir un peu les concepts, quelles étaient les obligations, quels constats on faisait aujourd'hui dans l'ESS, les idées reçues, et essayer de, comme l'a dit Angélique tout à l'heure, de prendre aussi en compte la notion de la qualité de vie des bénévoles, qui est importante dans le secteur de l'ESS, et puis comment essayer de mieux identifier, de comprendre et de prévenir les RPS, quels sont les facteurs de risque, les différents mécanismes, et en parlant, il y a eu un temps pris également pour faire le lien avec la crise sanitaire qui est venue fragiliser beaucoup les équipes à ce sujet. À la fin de cette première journée, il y a eu un petit temps sur essayer de s'approprier les premiers outils pour pouvoir mettre une démarche action au sein de sa structure. Par exemple, comment on anime un dialogue sur le travail, une grille de lecture des RPS, présentation d'outils clés pour choisir lequel est le plus adapté à sa structure, et puis un temps de comment on identifie les parties prenantes qui peuvent être impactées par une démarche QVT ou RPS, et comment on se met en situation pour faire un premier pas avec eux. De cette première journée, les structures sont reparties avec un petit temps de travail à faire avant la deuxième journée, pour engager les premières discussions avec les premières parties prenantes, avec les parties prenantes, et puis affiner déjà un peu un état des lieux qui avait commencé sur la première journée. Ils sont revenus ensuite sur une deuxième journée collective où là, ils ont pu partager un peu leurs différents états des lieux, mutualiser les apports ou les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et s'entraider dans la recherche de solutions. Et ensuite, ils ont défini un peu les actions prioritaires à engager avec leur structure, et la consultante les a outillés pour être en capacité de pouvoir poursuivre la démarche en autonomie, sans avoir la consultante qui mène la démarche, mais bien les outiller eux avec des ressources, de la méthodo, etc. À l'issue de ces 2 jours, il y avait possibilité pour les structures qui le souhaitaient d'avoir un accompagnement individuel, donc pour aller encore plus loin, pour partager aussi d'une manière plus large avec d'autres personnes de la structure. Par exemple, ça a pu être d'un appui autour du travail sur le DERP, accompagner le rôle du CSE, aider à l'élaboration d'un questionnaire d'évaluation. Voilà, il y a des choses qui ont pu se mettre en place. Ce qu'on peut en conclure sur cet atelier collectif, c'est qu'au départ, on se demandait si on allait réussir à mobiliser, parce que même si le sujet est quand même très présent et nécessaire pour les structures, ce n'est pas forcément le sujet pour lequel on arrive
à se dégager du temps. Au final, on a eu quand même une bonne mobilisation avec une douzaine de structures participantes, pour la plupart qui ont participé aussi en binôme. Et on constate aussi d'une réelle plus-value sur les participations en binôme bénévoles salariés, employeurs CSE aussi dans ce cas de figure-là, et des retours très positifs de l'ensemble des structures qui disaient avoir été éclairées sur le sujet, que le fait de pouvoir en échanger collectivement aussi, c'était positif. Et puis, qu'elles ont pu donc commencer à mettre en place des actions au sein de leur structure. Voilà pour ce premier point. Du coup, j'enchaîne sur ce que nous, on a vécu donc en interne au niveau de France Active Savoie-Mont-Blanc. Ce qui est différent de ce que je viens de vous présenter sur les ateliers collectifs DLA, où là, on était plutôt sur une démarche de prévention. Nous, là, sur la démarche qu'on a menée en interne, on avait plutôt un besoin de réagir par rapport à des indicateurs de dégradation qu'on avait identifiés. Un peu le contexte et les constats. En 2020, donc on a connu pas mal de changements en interne au niveau de la direction notamment, qui ont impacté l'équipe et son organisation. Des changements qui ont été un peu subis et pas forcément bien accompagnés. Et puis, comme on l'a déjà dit aussi tout à l'heure, on n'a pas non plus échappé à cette crise sanitaire, ce qui est venu fortement fragiliser toute l'équipe. Et depuis cette période, donc, on a commencé à percevoir des indicateurs de dégradation, d'expression de collègues sur la surcharge de travail, fatigue des équipes, des arrêts maladie, des conflits, des tensions, des départs. On a essayé d'entreprendre des actions d'amélioration, mais on n'arrivait pas à avoir d'impact significatif sur ces petites choses qu'on essayait de faire. On a un peu le sentiment de ne pas agir sur le fond du problème et que nous-mêmes étant partie prenante de la chose, c'était compliqué de l'identifier. Donc, on s'est mis d'accord sur le besoin de se faire accompagner, à la fois pour faire appel à des compétences qu'on n'avait pas forcément, et puis d'avoir cette neutralité aussi d'une personne externe pour essayer de comprendre quel était le fond du problème. Donc, l'objectif de cette démarche qu'on a initiée, c'était de pouvoir réaliser un peu un état des lieux, un diagnostic collectif sur le vécu du travail, enfin le vécu au travail par les salariés, pour essayer de comprendre d'où venaient ces dégradations qu'on avait identifiées, puis essayer de trouver, donc toujours de manière collective, des solutions. Il y avait aussi, comme ça a été dit tout à l'heure par Damien, d'essayer de développer un peu une connaissance commune de qu'est-ce qu'on met derrière les risques psychosociaux au niveau de l'équipe. Donc, la méthode qui a été utilisée, on a choisi d'offrir un espace d'écoute sur le vécu de chacun au travail, plutôt de manière individuelle dans un premier temps. Il y a des entretiens qui ont été réalisés avec une grille d'entretien commune, entre 1 à 2 heures par personne. Chacun a pu s'exprimer sur les mêmes thématiques. Donc, les thématiques identifiées, c'était à la fois la perception de l'initiative, la présentation de son travail, quel niveau de satisfaction et pourquoi, la perception du fonctionnement de l'organisation et la perception du contexte. À savoir que toutes les parties prenantes de l'association ont été entendues, l'ensemble de l'équipe. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on avait imposé à l'équipe, mais au final, tout le monde a participé. La présidente a été également entendue en entretien et donc dans les parties prenantes, il y avait bien sûr notre CSE et les membres de la codirection également. Pour vous dérouler un peu la démarche complète, donc il y a eu 7 temps d'entretien. Ensuite, il y a eu un groupe de travail représentatif qui a été mis en place avec une composition, tirage au sort pour avoir une représentativité de toutes les parties prenantes. Donc, CSE, administrateur, codirection, ça prenait en compte aussi l'ancienneté, le sexe et le pôle d'activité auquel les salariés appartenaient. Ce petit groupe de travail avait pour rôle de s'approprier et synthétiser un peu ce qui avait été, ce qui est ressorti du travail d'état des lieux, et puis commencer à rechercher des solutions de manière collective.
On a eu ensuite un temps de travail co-direction au bureau avec la consultante pour échanger plutôt autour des préconisations identifiées. Ensuite, on a fait un temps de restitution collectif à l'ensemble de l'équipe sur la synthèse du diagnostic et on a travaillé ensemble sur la priorisation des points à travailler. Et où on en est aujourd'hui, c'est d'identifier, donc le travail est initié, mais de finaliser l'identification de l'ensemble des pistes d'action pour qu'on puisse formaliser un plan d'action. Et donc, s'en suivra, comme ça a été présenté aussi tout à l'heure, la mise en place des actions et puis ensuite l'évaluation et le suivi de la démarche. Peut-être juste pour vous dire 2 mots sur la méthode qui a été utilisée par la consultante pour analyser l'ensemble des données qu'elle avait recueillies. C'est la méthode C2R de l'ANACT qui s'appuie sur les contraintes, ressources et régulations. En gros, c'est pouvoir, comment on identifie, on analyse ce qui rend le travail difficile, donc tout ce qui va plutôt être les contraintes, et puis qu'est-ce qui est plutôt aidant, donc tout ce qui est plutôt les ressources. Et pour ça, on regarde 4 grands domaines, ce qui relève plutôt du contexte général de l'entreprise, ce qui relève des exigences de l'organisation du travail, ce qui relève de l'exigence des salariés, et puis ce qui relève plutôt du contexte des relations professionnelles. Et pour vous donner peut-être juste un exemple, ce qui est ressorti des entretiens, si on prend par exemple sur le domaine des exigences de l'organisation, en contrainte est ressortie une charge de travail forte, majoritairement induite par des tâches administratives lourdes, voire dénuées de sens. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Sur la partie domaine des exigences des salariés, on peut avoir plutôt en ressources donc l'autonomie d'agir et la conciliation vie professionnelle, vie privée qui est laissée aux salariés, qui est vu plutôt comme un facteur qui retient malgré les contraintes qui ont pu être identifiées. Et pour vous illustrer aussi du coup sur les pistes d'action identifiées par rapport à cet état des lieux, si on reprend pareil ces 4 domaines, pour illustrer celui que j'ai évoqué tout à l'heure sur les exigences de l'organisation, ça peut être, par exemple, de mettre en place un groupe de travail, alors qu'on pourrait intituler « Absurdité des tâches », essayer de lister un peu toutes les tâches administratives qui existent dans le travail de chacun, sur une journée type, un dossier type, essayer de voir comment on peut alléger la charge administrative, voir qu'est-ce qui est chronophage, qu'est-ce qui... à l'inverse, est indispensable, notamment pour nos financeurs, partenaires, etc. En gros, l'idée, c'est d'aller chercher du pouvoir d'agir. Autre piste d'action qu'on a pu identifier, c'est peut-être former les équipes aussi à la gestion du stress, aux stratégies d'adaptation et de développement du bien-être au travail. Peut-être réinterroger aussi la manière dont on formule nos offres d'emploi. C'était dit tout à l'heure. Est-ce qu'on présente bien l'activité? Est-ce qu'on est suffisamment clair sur la part de mission administrative qui est liée au métier? Essayer autres pistes d'action, de déployer des séances de co-développement, des espaces de dialogue. Donc voilà, on a identifié pas mal de choses par rapport aux contraintes et aux ressources pointées. Pour conclure, du coup, c'est une démarche récente et on est encore en plein dedans, mais on peut déjà dire que le diagnostic, ça nous a permis de poser et d'identifier le problème de fond, que rien que le fait que chacun ait pu s'exprimer auprès d'un tiers, c'était très positif, le sentiment d'être pris en compte et que voilà, on se saisissait du sujet. Et nous, ça nous a permis aussi de mieux comprendre comment agir, sur quel levier on pouvait agir pour réduire ces contraintes et développer les ressources existantes. Et aujourd'hui, notre souhait, c'est vraiment de continuer de se saisir de cette démarche de manière collective, de la faire vivre dans le temps, notamment l'évaluer, avoir un suivi et qu'on ne reste pas sur un one-shot de quelque chose qui a été fait à un moment donné. Voilà, merci. Merci beaucoup Céline pour cet éclairage et ce long mais intéressant témoignage qui traduit en effet
les besoins d'une association elle-même et les possibilités de mise en place d'un accompagnement. Une seule question est revenue dans le chat suite à votre témoignage, c'est celle qui vous a accompagné. Comment, voilà, vous avez, quelles ressources vous avez sollicité pour votre accompagnement et donc peut-être rapidement qui était la consultante ou de quelle structure venait-elle? Oui, alors c'était le cabinet Spark Touf qui est implanté en Haute-Savoie et la consultante Cynthia Marocu. Merci beaucoup. Merci Céline. Nous approchons de l'heure de fin du webinaire et nous n'avons pas d'autres questions identifiées, si je ne me trompe pas. On va donc passer à la dernière partie qui, en effet, se voulait plutôt être un résumé ou en tout cas, dans les grandes lignes, une présentation de ce que sera le guide que l'on compilera et qu'on proposera en libre service sur l'ensemble des appuis et des accompagnements existants en Auvergne-Rhône-Alpes sur cette question des risques psychosociaux. Donc, très rapidement, et en fait, ça reprend aussi certains éléments qui ont déjà été présentés par nos intervenants aujourd'hui. Donc, nous avons identifié, nous avons souhaité différencier les besoins en termes d'outils et d'accompagnement sur ce sujet complexe et varié des risques psychosociaux. Donc, un premier focus dans une première partie qui sera présentée dans ce guide sera vraiment les accompagnements et les outils en termes d'information et de sensibilisation. Des outils ont déjà été cités puisque Damien nous a présenté notamment pour l'ARACT, l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, des modules de découverte et de sensibilisation sur ce sujet-là. L'espace régional du dialogue social à travers Alain Guillaume nous a présenté également l'intérêt de se tourner vers les organisations syndicales et vers les espaces existants pour s'informer sur ce sujet, des organisations qui sont en contact régulier avec les salariés et les employeurs et donc qui sont des ressources précieuses. Et puis, il y a également deux acteurs importants qui ont été cités, mais sur lesquels on souhaitait revenir, l'Institut national de recherche et de sécurité et la DRET, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu'aux côtés de l'UDES, mettent aussi à disposition un certain nombre d'articles et de guides sur lesquels vous pouvez consulter des ressources et des informations sur ce sujet-là. Un certain nombre de personnes sont en train de nous quitter, donc très rapidement, le deuxième volet de ce guide portera notamment sur les formations, puisque encore une fois, on l'a vu, c'est une autre partie de la prévention des risques, au-delà de la prévention, de la mise en place d'accompagnement par rapport aux risques psychosociaux. Donc encore une fois, la RACT met à disposition, propose, c'est pas une mise à disposition, c'est une proposition de formation-action sur 2 jours ou plus. On l'a vu illustré par Céline aussi sur la gestion du stress, sur d'autres sujets en lien avec ces risques psychosociaux donc, qui sont proposés par la RAC. Donc, n'hésitez pas à vous tourner aussi vers cet acteur important. Il y a également la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et santé, qui propose un certain nombre de formations plus ou moins longues à disposition des acteurs. Et un point important qui me semblait essentiel de resituer ici, puisque le webinaire est à destination notamment des petites et des moyennes associations employeuses. Donc, l'ensemble des associations employeuses sont adhérentes d'OPCO, d'opérateurs de compétences. Et donc, généralement, dans vos régions, et donc en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des propositions et des financements qui peuvent venir soutenir les formations, les actions sur le thème des risques psychosociaux. Donc, n'hésitez pas, si c'est simplement une question de financement, pour lever des moyens, pour proposer des modules de formation, vous pouvez vous tourner vers vos différents OPCO. Et enfin, pour terminer sur ce guide, voilà, on l'a également
citer tout au long du webinaire, mais pour se faire accompagner suite à l'identification d'un besoin, n'hésitez pas à vous tourner vers la médecine du travail qui est a priori le premier interlocuteur pour une association et qui peut venir en conseil en matière de santé au travail et qui peut proposer des interventions sur ces sujets divers. Mais également, n'hésitez pas à vous tourner vers l'UDES, encore une fois, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, et la CARSAT qui propose toute une liste de consultants qui sont à disposition et donc qui proposent des accompagnements sur cette prévention des risques ou sur la mise en place au-delà de la prévention. Bien sûr, ça a été également illustré à travers le témoignage de Céline, le dispositif, l'ensemble des DLA départementaux et régionaux, et dans notre cas régional Auvergne-Rhône-Alpes, peuvent proposer des accompagnements collectifs sur ce thème-là. Au-delà d'un accompagnement collectif, peut vous aider à identifier un diagnostic, à déjà élaborer un premier diagnostic pour permettre d'interroger ces sujets. Et puis, il est important aussi, il me semblait important de citer l'État qui pilote et qui cofinance une disposition de prestation de conseil en ressources humaines qui est accessible aux associations dans certaines conditions. Donc, on vous détaillera également dans le guide l'ensemble des liens et des acteurs exacts vers qui se tourner. Et d'autre part, récemment, nous avons également recensé que la région Auvergne-Rhône-Alpes peut proposer une prise en charge financière d'un accompagnement, d'un conseil sur les ressources humaines avec des experts extérieurs. Encore une fois, ça sera également recensé sur notre guide. Je vais me permettre de terminer, de conclure ce webinaire, tout d'abord en remerciant l'ensemble des intervenants qui nous ont soutenus aujourd'hui et qui ont bien voulu qui ont répondu présent pour répondre à ce thème-là et ce sujet et pour illustrer ce sujet-là. Merci à vous d'être à nos côtés dans cette démarche PMAE et de nous avoir soutenus sur ce webinaire, ce qui était, il me semble, important. Merci à tous les participants d'avoir suivi ce webinaire qui, nous l'espérons, a répondu à un certain nombre de vos questions et a levé, en tout cas, a permis de lever un certain nombre de doutes et mettra à disposition des outils. Je voulais simplement terminer avec un seul mot et en reprenant les mots de Céline. Il nous semble essentiel dans les petites et moyennes associations employeuses et dans les associations au sens large, en incluant toutes les associations, de prendre du temps et de donner du temps à ce sujet-là, puisque des fois, simplement prendre du temps sur ce sujet-là peut lever un certain nombre de contraintes. Donc, n'hésitez pas à proposer des temps d'échange entre notamment binômes salariés bénévoles qui peuvent lever un certain nombre de questions. Et comme vous l'avez pu voir, il est important d'établir des espaces et de faire le lien et de solliciter les acteurs présents en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'ensemble des territoires pour se faire accompagner sur cette question-là en termes de connaissances, mais aussi en termes d'évaluation et en termes de mise en place d'actions pour lever l'ensemble des interrogations sur ce sujet-là des risques psychosociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous souhaitons une très bonne journée et n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter PMAE pour suivre l'ensemble de nos actions. Bonne journée et à bientôt.